Le business peut-il être une arme contre la pauvreté? Eh bien oui, c'est ce que l'on appelle le business inclusif, autrement dit une activité qui inclut les populations les plus fragiles tout au long de la chaîne de valeur, de la création à la consommation des biens et services en passant par leur production et leur distribution. Je reprends là les termes de Terra Nova, le think tank proche du Parti socialiste, qui publie une note sur les moyens de développer ce business inclusif. Bonjour Frédéric Massé. Bonjour. Alors, vous êtes vice-président relations institutionnelles Europe, Moyen-Orient, Afrique chez SAP et vous avez présidé le groupe de travail qui est à l'origine de cette note sur le business inclusif pour Terra Nova. Alors, cette note, elle rappelle qu'il y a une différence entre business inclusif et entrepreneuriat social. Alors, si j'ai bien compris, dans le business inclusif, il y a un objectif de rentabilité qui est moins important, voire inexistant dans une démarche d'entrepreneuriat social. Est-ce bien cela ? En fait, pour être plus précis, pour être très précis, les deux ont les deux mêmes missions. Les deux ont les mêmes l'impact missions. social et de la rentabilité. La différence, c'est que pour le business inclusif, pour les entreprises classiques, la rentabilité est le premier moteur de l'entreprise, donc c'est la rentabilité qui va primer, et l'impact social sera une externalité positive. Alors que pour l'entrepreneuriat social et solidaire, la première mission, c'est l'impact social, mais avec une rentabilité, même si elle est limitée. Mais alors, comment est-ce que l'inclusion des populations les plus fragiles peut-elle être source de rentabilité ? Parce que vous vendez plus de biens ou vous vendez plus de services. À partir de là, si les produits trouvent leurs clients, vous allez générer du profit. C'est donc que les entreprises ont du mal à avoir accès aux populations plus démunies, mais en termes de débouchés pour leurs produits. En fait, c'est une question de débouchés, c'est aussi une question de produits et de services. Ces populations-là sont des populations exclues, plus largement que pauvres, hein, c'est des populations exclues, et qui rencontrent un certain nombre de barrières pour accéder aux produits et aux services dont ils ont besoin. D'abord que ces produits et services existent, et qu'ensuite ils soient effectivement accessibles pour eux. Donc le travail de l'entreprise, mais pas seulement de l'entreprise, l'ensemble des partenaires qui vont être impliqués dans le business inclusif, va effectivement être de faire en sorte de créer les produits et les services adaptés aux besoins et en même temps aux contraintes de ces populations fragiles. Vous écrivez qu'un grand nombre d'entreprises considèrent que 20% de la population française, 20% leur échappent et sont très mal servis par leurs produits. En parallèle, il y a un manque d'offres adaptées donc, en termes de crédit, d'assurance, de téléphonie par exemple. Donc le business inclusif, c'est avant tout répondre à une demande non servie dans ce que vous appelez le bottom of pyramid. Absolument, que ce soit le bottom of the pyramid mondial, c'est-à-dire les pays en développement ou les pays qui essayent d'accéder au développement, mais dans nos pays, ce qu'on appelle le quart-monde, sont des gens qui sont exclus d'un certain nombre de biens et de services. La téléphonie mobile, par exemple, l'accès à l'Internet, l'accès à la banque. Oui, donc la France est concernée aussi. La France est concernée au même titre. Alors la France est concernée à double titre. Les entreprises françaises ont un vrai savoir-faire pour adresser ces marchés-là. L'histoire des 15 dernières années, qui est en gros l'histoire du business inclusif, le démontre. Et en même temps, elle a une capacité, nos industries, nos entreprises françaises ont une capacité, une habitude d'aller à l'export vers les pays émergents. Et donc, on retrouve en France cette capacité à adresser aussi bien les besoins français que les besoins des pays émergents. Cette démarche de business inclusif, elle implique de revoir son business model, de réfléchir à un business model, à innover dans les business models. C'est bien la difficulté. Il ne s'agit pas de faire le low cost, par exemple, ça peut être une problématique de business inclusif, mais pas systématiquement. On peut faire du low cost sans faire de business inclusif du tout. L'exemple de la Renault Dacia, par exemple, est emblématique. C'est un véhicule qui était destiné à des pays en voie de développement, notamment. Pays de l'Est, pays émergents, et qui a trouvé en fait sa rentabilité en France et dans les pays d'Europe du Nord. Donc le low cost n'est pas systématiquement une réponse. Le vrai problème, c'est de trouver effectivement des produits ou des services qui correspondent aux besoins des personnes, des populations auxquelles on essaye d'accéder et qu'on aura conçus avec eux. Donc le business model n'est pas la décalque d'un business model existant ou un ajustement à la marge, c'est véritablement reprendre le problème dès le départ et trouver la stratégie commerciale, la stratégie industrielle qui va permettre d'adresser ces besoins avec toujours en tête la rentabilité de l'exercice, hein, sinon il n'y a pas d'entreprise qui finance des activités à perte, ou alors c'est que ces activités à perte génèrent un business à côté qui va permettre de le compenser. Mais c'est pas viable, c'est pas durable. Donc l'objectif est effectivement de créer des business models qui vont intégrer les populations cibles, mais également d'autres acteurs auxquels les entreprises n'ont pas nécessairement l'habitude de se frotter dans leur business. Les associations, les organisations non gouvernementales, les pouvoirs publics, les organisations internationales, les fondations qui vont faire du financement, sont des acteurs avec lesquels
tout ou pratiquement tous les acteurs du business inclusif ont eu à travailler à un moment donné. Il y a donc une démarche de coopération nécessaire pour adopter cette démarche de business inclusif. Absolument, et ça a permis de créer un nouveau buzzword, la co-création. La co-création. En fait, on co-crée toujours. Faut être sérieux. Là, on le fait encore plus, on le fait avec plus de gens. Avec des partenaires, mais aussi avec ces populations auxquelles sont destinés les produits. Absolument. SAP, par exemple, a développé un système de distribution pour les micro-épiciers en Inde. Ces gens ne savent ni lire ni écrire, donc vous ne pouvez pas prendre l'interface homme-machine d'un système existant et dire simplement je la traduis en indien. Ça ne marche pas comme ça. Vous devez travailler sur le terrain, c'est ce qu'on appelle les Living Labs, et travailler avec des utilisateurs qui vont vous expliquer leur façon de faire, qui vont vous indiquer qu'ils ne savent ni lire ni écrire, et donc vous allez créer une interface utilisateur qui va donner accès à un système de caisse classique, mais qui prend en compte les contraintes propres à ce type de client. Est-ce que vous avez des exemples d'initiatives en France cette fois-ci? Exemple d'initiative en France, oui. Par exemple, le compte Nickel, qui a été introduit il y a quelques mois en France et qui répond à une problématique très simple. L'accès à la banque, la bancarisation, c'est quelque chose d'absolument essentiel en matière de lutte contre l'exclusion. Je précise simplement que le compte Nickel, c'est la possibilité d'ouvrir un compte en banque dans un bureau de tabac. C'est-à-dire, c'est l'accès à tout le monde. Dans un bureau de tabac, avec une pièce d'identité, c'est scanné, on sort, on a son RIB. L'objectif de ce compte Nickel, ce n'est pas d'aller concurrencer les grandes banques sur leur segment de marché, mais bien d'adresser cette population qui n'a pas accès à la bancarisation. Et le principe du compte Nickel, c'est qu'aucune dépense ne peut être faite s'il n'y a pas le crédit nécessaire sur le compte. Découvert est interdit. Découvert impossible. Ce n'est pas qu'il est interdit, c'est qu'il est impossible. Et vous êtes prévenu, il y a un système qui permet de prévenir par message SMS les usagers du fait que leur compte n'est pas approvisionné alors que l'électricité ou le loyer va être prélevé dans les jours qui viennent. Alors, qui doit être à l'origine de ces projets de business inclusif? Vous parlez notamment des grands groupes et du rôle des intrapreneurs. Alors, c'est aussi un buzzword, ça, les intrapreneurs. C'est aussi un buzzword. On a un petit peu l'impression, quand on regarde les entreprises de loin, qu'il y a deux types d'entreprises. Les entreprises avec des vrais entrepreneurs, les startups, les TPE, les PME, et puis les grandes entreprises qui continuent à voguer parce qu'un jour, on a lancé le paquebot. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce que le paquebot qu'on a lancé, si on ne continue pas à innover, à un moment donné, il va rencontrer son iceberg. Donc, dans les entreprises, dans les grandes entreprises, il y a aussi des entrepreneurs, des gens qui se saisissent de problématiques, qui prennent des projets en charge et qui les développent comme s'ils étaient leurs propres patrons pour leur propre entreprise. Ce concept d'intra-entrepreneur, c'est en fait la matérialisation du fait que de plus en plus de jeunes, et c'est un petit peu inclus dans la notion de génération Y, encore un buzzword, qui veut donner du sens à son activité, à son action. Et donc ça permet à des gens qui gèrent leur carrière dans une grande entreprise, leur carrière en général, et qui en même temps vont faire le choix de travailler avec un impact social le plus important possible. Si l'entreprise est prête à le faire, alors ces gens vont être les moteurs internes de la création de ces nouveaux produits et services. Mais ils ont besoin d'une entreprise qui les supporte, qui les encadre et qui garde en ligne de mire le fait que l'activité doit être profitable. Pour conclure, Frédéric Massé, quelles sont les difficultés et les erreurs qui sont commises le plus fréquemment dans les entreprises lorsqu'elles décident d'adopter une démarche de business inclusif? En fait, il y a un certain nombre d'erreurs qui ont été commises. Eric Simanis, qui est prof à l'université Cornell, a pas mal travaillé sur ces questions-là. Et une des premières erreurs, ça consiste effectivement à se tromper de mission. La mission de l'entreprise, ce n'est pas de sauver le monde, ce n'est pas d'éradiquer la pauvreté. La mission de l'entreprise, c'est de générer du profit. S'il n'y a pas de profit, il n'y a pas de business, qu'il soit inclusif ou pas inclusif. Donc, la première erreur consiste à oublier les fondamentaux de l'entreprise qui sont générer du profit. À partir du moment où on génère du profit, si on a des externalités positives à impact social, on a gagné. S'il n'y en a pas, on fait du business comme d'habitude. Donc ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est d'imaginer qu'on puisse prendre un produit ou un service dans un pays donné et le transplanter aisément n'importe où et vis-à-vis de n'importe quelle clientèle. Ça ne marche pas comme ça. Il y a une quinzaine d'années, quand le concept a été élaboré, l'idée maîtresse était de dire gros volume, petite marge. Mais gros volume, petite marge avec des clientèles complexes à adresser, ça ne marche pas. Donc un certain nombre d'erreurs qui aujourd'hui permettent à des entreprises qui veulent se lancer sur ces marchés-là, soit parce qu'elles ont des intrapreneurs qui les aiguillonnent, soit simplement parce que leur direction de la stratégie observe des niches à conquérir ou leurs concurrents qui, eux, sont déjà positionnés sur ces niches. Aujourd'hui, il y a un recueil, un
recul, un recueil d'expérience suffisant pour éviter de faire ces erreurs. Eh bien, Frédéric Massé, je vous remercie d'être venu nous éclairer sur ce business inclusif. J'ajoute simplement que la note est disponible en téléchargement gratuit sur le site de Terra Nova. Merci d'être venu sur Xerfi Canal. Merci.